bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième table ronde d'Archilive aujourd'hui, je pense la 6e si je ne me trompe pas dans mes comptes depuis le début de l'événement. Donc voilà, je prends la suite de Nicole après un putsch un peu réussi, donc je vais mener les débats à partir de maintenant. Sur un volet, après avoir parlé de l'hôtel, on va maintenant aborder les questions de technologie, d'innovation, avec plusieurs invités. À ma gauche, donc Alban Mallet de la société Xtree. Alban Mallet est architecte et en fait il a été formé au laboratoire Digital Knowledge de Paris-Malaquais. Et c'est là qu'il a pris goût pour les choses du numérique et qu'il a fondé en 2016 donc la société Xtree. Ensuite, encore à sa gauche, Anouk Legendre, donc de l'agence XTU. L'agence XTU, faut-il la présenter, elle a réalisé le pavillon de la France, par exemple, à l'exposition de Milan 2015. Elle a réalisé la Cité du Vin. Elle conduit aussi des projets à côté des projets d'architecture plus classiques, enfin, menés de façon plus classique, des projets de recherche et d'innovation, notamment sur des... Elle avait testé depuis plusieurs années un mur d'algues et il teste aussi beaucoup d'éléments qui ont un trait entre le rapport entre, disons, le vivant et l'architecture. C'est une manière de réintroduire par différentes façons, high-tech et low-tech, le vivant de l'architecture. C'est soit des algues, soit des plantes, il y a tout un tas d'éléments. On a je ne sais pas comment on dit, en duplex, en visio, Rafik Handbali de la société Chromatics. Donc là, une société toujours qui travaille sur l'enveloppe et sur les questions de production d'énergie à partir de l'enveloppe, avec des intégrations de systèmes solaires à l'architecture, des systèmes solaires qui font que ce n'apparaissent plus comme la production d'énergie n'apparaît plus détachée du bâtiment, mais en fait fait un peu corps avec elle, une sorte de symbiose qui se crée. Donc voilà, vous pouvez bien sûr poser vos questions sur le chat. On aura un temps d'échange à la fin de cette session. Mais sans plus attendre, on va commencer par passer la parole à Alban Mallet, qui va nous exposer donc un peu l'activité de la société Xtree et ce qu'elle s'attache à produire. Alban. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir présenter notre solution que l'on développe maintenant depuis plusieurs années. Donc, nous avons aujourd'hui monté cette société dans un but très particulier à la fin de nos études d'archi. Donc, on est 14 cofondateurs dans la société. On a des architectes, des ingénieurs, des scientifiques dans les matériaux. Et notre but aujourd'hui, c'est de construire un monde désirable, respectueux de l'environnement. Donc c'était vraiment le but dans lequel on s'est inscrit quand on a monté cette société. On a compris qu'il y avait plusieurs challenges à relever dans la construction, c'est-à-dire la productivité, le nombre de déchets et les temps et les coûts de production. Et c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on avait beau en architecture dessiner des choses complexes, optimisées, mais on n'avait pas d'outils qui permettaient de réaliser ces dessins. Et nous, en tant qu'architectes, on dit bon, il faut qu'on développe cet outil qui permette vraiment de répondre à ces problèmes et qu'on puisse réaliser ce que nous, architectes, dessinons et ne plus être obligé d'être dans un catalogue de solutions pour choisir celles qui existent sur le marché, mais qu'on soit capable, avec cet outil numérique, de produire des éléments faits à mesure, faits à façon. Quelle est notre réponse aujourd'hui? Donc c'est l'impression 3D. L'impression 3D, donc c'est un outil, un robot, donc un manipulateur, qui vient en fait déposer des couches successives de matériaux. Aujourd'hui, on a plusieurs matériaux, dont le béton, celui qu'on utilise le plus souvent parce que c'est le plus simple, le plus pratique aujourd'hui pour la construction. Le but, c'est de réduire la consommation en matériaux, donc l'empreinte carbone, faire des structures plus légères en optimisant les structures, construire plus rapidement, c'est-à-dire que la dépose de matériaux permet de ne plus avoir des phases successives qui peuvent être très longues, mais en fait on contrôle notre production de manière très stricte.
On permet aussi de réduire les coûts parce qu'on met moins de matière, on réfléchit, on va dire, on a plus de liberté formelle pour dessiner, donc on est capable de faire des formes qu'on n'était pas capable de produire auparavant, mettre la matière au bon endroit, ce qui est très important pour nous, et le dessin sur mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'enlever un peu les barrières du dessin qui étaient liées à des systèmes de production. Et ce nouveau système de production a aussi ses limites, mais il ouvre un nouveau champ des possibles, ce qui est très intéressant pour nous. Je reviens. Oula. Oui, je vois ça. Quel est notre but dans la société? Aujourd'hui, on ne veut pas devenir un constructeur, on ne veut pas devenir quelqu'un qui va produire pour les autres, parce que l'industrie de la construction, en fait, il est déjà bien en place partout dans le monde. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est notre technologie, on veut la rendre accessible à tous. Et c'est pour ça qu'on travaille à travers le monde avec différents constructeurs, différents préfabricants, pour qu'ils s'équipent de notre technologie, et nous on est là pour les aider à prendre la main sur cette technologie. Donc c'est pour ça que dans la société on se répartit en plusieurs départements, un sur les solutions architecturales, c'est-à-dire qu'on a un bureau d'architectes, mi-architecte, mi-ingénieur, qui vient pour aider à faire les dessins, de quelle manière on peut imprimer en 3D, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On a une partie système qui se concentre sur la vente, la commercialisation du système autour du globe. Aujourd'hui on a une société qui s'appelle Concreative, qui est un de nos partenaires qui imprime à Dubaï. On a vendu 2 systèmes au Japon et aux États-Unis. Et on a l'École des Ponts avec lesquels on travaille maintenant depuis très longtemps, qui a aussi une de nos solutions. Et cette idée, c'est vraiment de faire un network mondial pour localement pouvoir imprimer les pièces à façon. Notre technologie, pour faire simple, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, donc on a un malaxage de béton, qu'on a complètement innové, qu'on a automatisé, dans lequel en fait on va mettre le prémix, l'eau, les adjuvants, on malaxe ce béton, il arrive dans une cuve dans laquelle on agite pour pas que le béton prenne, on vient pomper ce béton jusqu'à la tête d'impression qui est portée par l'outil de dessin, donc ici c'est un robot, et en fait on vient injecter dans ce béton un accélérateur de prise qui nous permet de contrôler très précisément la qualité du béton qu'on va imprimer et sa prise. C'est-à-dire qu'on est capable d'imprimer des pièces très rapidement en contrôlant la qualité de l'impression. Tout ça est lié au numérique. Le dessin est fait numériquement. On vient envoyer aux robots et aux machines tous les besoins en termes de quantité de béton et d'accélérateur et le parcours du robot. Donc tout ça est un petit peu chapeauté par cet outil numérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une continuité depuis la conception jusqu'à la production de la pièce. Je vais vous passer quelques projets en fait, pour qu'on puisse se projeter un petit peu dans ce que c'est que l'impression 3D. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on fait déjà de l'impression 3D, donc ce n'est pas pour demain, c'est déjà pour aujourd'hui. Et c'est important de le dire parce qu'on travaille déjà énormément avec des constructeurs, des architectes, des préfabricants pour justement produire ces nouveaux produits et justement démontrer les capacités de l'impression 3D. Donc ça, c'est un premier projet qu'on a, ça s'appelle Vilia Print, avec le bailleur social Plurial Novalia, qui nous a fait confiance, avec qui on a développé justement un prototype de mur, de maison, et on produit 5 maisons à Reims entre cette année et l'année prochaine, où on a pu démontrer l'efficacité de l'impression 3D. Là où nous on s'intéresse, c'est vraiment de ne pas mettre de l'impression 3D partout. Ce qui est intéressant dans l'impression 3D, c'est de rajouter une plus-value, de le mettre là où c'est intéressant. Et comme vous pouvez le voir sur ce projet, la moitié de la maison est faite en préfa traditionnel, la deuxième partie est faite en impression 3D. On ne vient pas, on va dire, remplir d'impression 3D partout pour dire qu'on fait de l'impression 3D et que les maisons sortent du sol, c'est faux. On vient utiliser les compétences actuelles de la construction. Aujourd'hui, on a toutes les compétences qu'il nous faut en France sur la production, mais aussi rajouter cette plus-value, cet nouvel outil qui vient combiner l'ancien et le nouveau. Et là, on vient rajouter une plus-value, que ce soit sur les temps de production, que ce soit sur l'économie d'énergie, que ce soit sur des formes complexes. Et c'est ça qui est intéressant. Ici, vous pouvez voir le premier prototype que nous avions imprimé. Comme vous pouvez le voir, le mur est assez complexe. On vient en fait faire une triple membrane avec à l'intérieur des raidisseurs et des poteaux qui viennent être coulés. Et on vient intégrer en fait cette triple membrane, permet de structurer le mur, ne pas remplir de béton, parce qu'en fait on n'a pas besoin à ce niveau-là, quand on vient structurer un mur de cette façon, on n'a pas besoin de remplir de béton, on vient juste
comme un peu on peut l'imaginer dans les eaux. On le voit, toutes ces porosités qui font un élément très solide. On vient faire de la même façon ici. Et il y a la vidéo. Si. Entre les deux, exactement. Je vous laisse. La vidéo. Voilà. Bon, c'est la vidéo du prochain projet, mais je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Alors, ce projet, à la suite donc de cette impression de maison, on a travaillé aussi avec Point P sur des regards de visite, donc complètement différents. Mais c'est pour montrer aussi la possibilité, avec l'impression 2D, de faire des choses complètement différentes. Ici, le regard de visite, en fait, il est fait à façon sur mesure. Aujourd'hui, on n'a pas de solution pour faire des regards de visite à façon sur mesure, ou alors les coûts de production sont tellement chers que ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent sur le chantier, ils mettent des banches. On a pendant une semaine un trou béant au milieu de la route, où en fait, pendant une semaine, des gens viennent travailler, poser des banches en béton et couler du béton. Nous, ce qu'on a fait sur ce projet-là, on est venu en fait scanner l'intérieur du regard de la pièce à imprimer. On l'a imprimé chez nous et on l'a transporté sur site. Et donc, on avait exactement les bonnes dimensions et on n'a pas eu besoin de refaire, entre guillemets, tout un travail de calpinage, de coulage sur site, mais on a pu faire un élément préfabriqué à façon sur mesure. Un autre projet qu'on a développé qui est assez intéressant pour nous, c'est tout ce qui est récif artificiel. Aujourd'hui, on a une vraie question et un vrai besoin pour l'écologie, c'est de réhabiliter nos fonds marins. Et on a travaillé avec Seaboost et Aegis sur des modèles optimisés de formes complexes pour les poissons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vient plus mettre des pneus dans l'eau, on a compris que ça ne marchait pas. Et on vient aussi faire des formes qui sont optimisées. C'est-à-dire qu'ici, chaque type de trou est fait pour un type de poisson différent, comme vous pouvez le voir ici. Et on a travaillé sur une multitude d'éléments qui sont venus être posés, et on vient combiner aussi les différentes fonctionnalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement un récif artificiel, mais c'est aussi des ancrages pour les bouées, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'impression 3D, on peut faire des formes complexes qui ont plusieurs utilités, et là, ça devient pas seulement que pour les poissons, mais ça devient utile, et donc c'est là où ça a un intérêt économique et écologique. C'est là où vraiment, quand on fait de l'économie et de l'écologie, ça marche mieux sur le marché, on va dire. On ne peut pas faire que de l'écologie pour de l'écologie. Et c'est ça qui est important, c'est de vraiment mettre des multifonctions et des multisolutions grâce à l'impression 3D. Je voulais vous montrer ce poteau aussi qu'on a fait pour vous montrer qu'on fait aussi du structurel aujourd'hui et que l'impression 3D, c'est pas que pour de la petite échelle ou du décoratif. Ici, on a travaillé sur un poteau pour la 4G. Aujourd'hui, il y a un problème sur ces poteaux-là, c'est qu'ils ne sont pas forcément très esthétiques, très encombrants et qui coûtent extrêmement cher. On a travaillé donc, pour faire un poteau qui soit esthétique, structurel. On vient travailler avec de la post-contrainte sur chaque élément. Donc on a 6 voussoirs de 2 mètres de haut qui viennent être assemblés, puis intégrés en haut du voussoir donc, tous les équipements téléphoniques et sur lesquels on vient aussi ramener de la végétalisation pour faire justement un poteau très esthétique. C'est un vrai travail, c'est vraiment comme je le disais au début de la présentation, notre but c'est vraiment aussi de faire un monde agréable et esthétique et écologique. Mais donc pour ça, cet outil il nous permet vraiment de faire à façon, à mesure, mais pas en ayant des coûts de production qui soient extrêmes et qui feraient que ça ne serait pas accessible en fait de pouvoir faire ce type de forme. Là, vous voyez le montage pour le premier prototype qu'on a fait et on est en train de lancer plusieurs autres productions avec d'autres partenaires. Le dernier projet que je voulais vous montrer, c'est un projet qu'on vient de publier hier, qu'on a remporté pour les Jeux Olympiques en 2024 avec Freycinet, Lafarge-Holcim, Quadric et Lavigne-Chéron. C'est la première passerelle et la première mondiale d'une passerelle de cette dimension-là, avec une grande portée au-dessus de l'eau, sans pile de pont au milieu. On vient travailler seulement en impression 3D et en post-contrainte, c'est-à-dire que l'impression 3D est structurelle. On vient d'utiliser un matériau de Lafarge-Holcim qui est un matériau très haute performance, dans lequel on vient en fait monter chaque élément de voussoir les uns par-dessus les autres. Comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, la forme est optimisée, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un tablier plat, mais on est sur un tablier qui vient être modulé en sorte de M, parce qu'en fait, on vient mettre plus de matière au centre,
moins sur les bords. Et en fait, on vient travailler pour que la forme soit la plus résistante possible en ayant un maillage interne qui nous permet justement d'encore augmenter les formes. Donc on a une forme complexe, optimisation de la quantité de matière, et on vient travailler justement pour une intégration dans le site qui est assez optimisée, où bon, l'architecte en parlera mieux que moi, mais voilà, il y a un travail sur l'eau, sur la fluidité et une forme complexe. Merci beaucoup. Qui est l'architecte de ce projet là? Lavigne et Chéron. D'accord. Moi, je pensais que les pneus dans l'eau, ça marchait. Les gens je suis ont un cru peu déçu. pendant un moment. Donc, tout de suite, on va passer la parole à Anouk Legendre de XTU, donc, qui va un peu nous présenter le travail de l'agence et ses réflexions sur l'intégration du vivant. Ça marche? Non. Ah voilà. Pardon, je suis allée trop vite. Oui. Bon, merci beaucoup pour cette invitation à me présenter. Oui, alors donc chez XTU, on s'intéresse au vivant intégré à l'architecture. Pourquoi on est arrivé là? Parce que il y avait une réflexion sur l'îlot de chaleur dans la ville. On savait que si on arrivait à déminéraliser la ville, il ferait moins chaud et on pourrait rafraîchir naturellement. Et que c'est pas de la technologie avec des machines, mais ça marcherait de façon tout aussi efficace. Donc on a cherché des solutions pour y arriver. Et aussi parce qu'on pense que notre monde, il est saturé par la chimie et qu'il faut trouver d'autres systèmes pour changer la façon de produire les villes. Et en particulier qu'il fallait faire en sorte que les villes deviennent productives par elles-mêmes et si possible avec des choses biologiques. Donc on a commencé à réfléchir à l'échelle du bâtiment avec deux voies, l'une qui était sur le végétal dans la ville, le végétal sous forme de plantes comme vous le voyez d'habitude, par exemple des arbres dans les façades. Et la deuxième voie, c'était celle des biotechnologies avec des microalgues dans la ville. Et donc on a développé un système de façade qui est celui-là, qui est un système, on va dire, high-tech, en effet. C'est de la biotechnologie, c'est complexe, c'est même plus complexe que ce qu'on imaginait au début, en fait. C'est des sortes d'aquariums plats intégrés aux façades. Et on capitalise là-dessus sur des années de recherche du CNRS sur ces technologies-là, qu'on a essayé de faire passer dans le monde civil de la ville, avec les techniques du bâtiment, c'est-à-dire quelque chose qui était développé dans les labos avec des moyens de labo, on essaie de rendre rustique, brut, simplifié, de façon à ce que ça puisse marcher avec les techniques du bâtiment, de façon à ce que ça puisse être produit en masse dans les façades des villes. L'idée est d'utiliser les parties des façades et des murs qui ne sont pas occupés par les fenêtres et de leur permettre de cultiver des microalgues dans les façades, donc du plancton. Avec ce plancton, on va faire des super aliments, des protéines végétales à l'heure où on se pose la question de la protéine animale, et aussi des biomédicaments. Donc ça fait 10 ans qu'on est là-dessus, on a développé la technologie, on a développé des partenariats, un consortium industriel. On est en train de monter une société d'exploitation de la façade de microalgues qu'on est en train de construire actuellement dans le 13e. Et voilà, tout ça a permis de simplifier la technologie au fur et à mesure des années, de façon à avoir le maximum de rusticité possible. Et encore, dans les prochains projets, on augmentera ça. Mais en fait, en travaillant sur ce thème, on s'est posé la question de la présence de la technologie dans la ville, de l'omniprésence de la technologie, parce que finalement, on nous vend beaucoup de smart city, beaucoup d'objets connectés, beaucoup de super technologies qu'on utilise d'ailleurs dans nos façades à microalgues. Ça n'aurait pas été possible sans les automates hyper perfectionnés qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais on s'est demandé si toute cette présence de la technologie dans la ville, elle était finalement, est-ce que ça rend la ville meilleure, plus agréable? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de tous ces objets connectés? On a déjà une vie très facile. Par contre, on aurait peut-être plus besoin de la nature ou de quelque chose qui nous allège dans notre perception de la ville.
Et on s'est demandé s'il ne fallait pas aussi qu'on cherche des technologies qui soient plus simples, encore plus rustiques. Parce que quand même, on ne pourra pas continuer sur ce haut niveau de technicité. Est-ce que la planète pourra se permettre ça? Est-ce qu'on aura les ressources pour? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers plus de sobriété? Et donc vers moins de moyens et moins de ressources? Est-ce qu'il ne faut pas aller au minimum? Et donc on s'est dit qu'on allait aussi explorer avec le végétal d'autres formes de végétal dans la ville. Et par exemple, ce que vous voyez en haut, c'est une opération qu'on est en train de faire à La Réunion. C'est des bureaux et un hôtel avec des façades qui filtrent les eaux grises du bâtiment. À cet endroit-là, c'est très sec, il n'y a pas d'eau, le climat est chaud. Et on sait que si on organise des courants d'air et qu'on les fait passer sur du végétal, ça va rafraîchir naturellement. Mais pour avoir du végétal, il faut avoir de l'eau. Et donc l'eau, ça tombe bien. Il y a toujours des eaux grises qu'on doit traiter. Au lieu de les traiter dans une centrale à eau loin de la ville, on pourrait les traiter sur place et utiliser l'eau pour les plantes. C'est ces mêmes plantes qui vont nettoyer l'eau. Et voilà. Et comme ça, on organise un cycle qui va permettre aussi aux gens qui travaillent dans ces bureaux ou ces gens qui habitent derrière ces jardinières filantes en façade de profiter de ce végétal comme nous on profite. Alors l'expérience que vous voyez en bas de l'image, c'est la façade de l'agence. On a installé des grandes jardinières tout le long de l'agence. C'est très simple, c'est très low-tech. Il y a peu de terre, il y a 45 cm de terre. On a des arbres qui font un diamètre de 5 mètres, qui descendent dessous même. Et là-dedans, il y a plein d'oiseaux, il y a des animaux qui viennent. C'est sympa et ça change la vie. Et donc, ça coûte pas cher, ça coûte presque rien, peu de ressources, ça rafraîchit. Et grâce à ça, on n'a jamais chaud et on a supprimé la clim à l'agence. Et donc, c'est ça dont on veut faire profiter les gens. Et puis, si on veut aller plus loin... Ah, pardon, c'est allé trop vite. Voilà. Si on voulait aller plus loin, on pourrait encore aller vers le super low-tech. Par exemple, ici, un autre exemple, on avait travaillé avec un industriel de la terre cuite sur des façades végétales ensauvagées qui passent à travers des panneaux en terre cuite perforés avec des plantes issues de l'écosystème naturel. Et à un moment, on s'est dit, mais est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin dans la simplification, dans la sobriété? Pourquoi tout ça, finalement? C'est un vrai choix de société, la question de la ressource, de l'image, de ce qui est vraiment nécessaire. Et donc, ce que vous voyez dessous, c'est la même façade. Et on s'est dit, on va déshabiller, on va supprimer l'industriel. Enfin, on ne va pas le supprimer, on va faire sans la technologie de l'industriel. On va juste mettre les plantes dans des sacs en tissu qu'on a cousus nous-mêmes, que n'importe qui pourrait faire chez soi, finalement. Et ça marche aussi. Et ça n'a pas le même aspect, en effet. Mais voilà, cette façade, elle a duré 4 ans. Elle a survécu à 1 an de coupure d'eau. Elle est résiliente. C'est beaucoup plus résilient que tout ce qu'il y a sur le marché. Et il y a des oiseaux aussi qui viennent. Et voilà. Et donc, ça donne à réfléchir sur les moyens qu'on met pour faire les choses et sur la façon dont on peut changer la ville. Et en fait, ça donne aussi à réfléchir sur la façon dont la ville elle-même est produite. Il n'y a pas que les bâtiments, il y a aussi l'aménagement. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi un aménagement low-tech? Jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller? Alors, on a répondu il y a 2 ans sur Réinventer la métropole, sur un site qui était juste en face du triangle de Gonesse. On s'est dit, on va faire un manifeste de l'anti-Gonesse, finalement. Sur ce terrain, il y avait eu déjà un projet d'urbanisme avec ses directives qui faisait des grands mouvements de sol, qui faisait des grands creux au milieu, qui ne tenait pas compte des pentes, etc. Et voilà, de l'urbanisme, quoi. Et nous, on s'est dit, on va s'associer avec les agriculteurs qui possédaient des terrains, on va faire une ville cultivée par les agriculteurs, on va faire un aménagement qui préserve la valeur du sol, on ne va pas faire de mouvement de terrain, on va suivre la pente de l'eau. Et on va construire plus dense à certaines parties pour permettre de cultiver d'autres parties. Et comme ça, on va avoir une ville qui va être construite avec peu de choses. On n'a qu'une seule voie à l'intérieur. Donc, on a divisé par 15 la quantité de voirie. Et on a des rez-de-chaussée qui sont cultivés. La ville est sur pilotis. On a des toits qui sont cultivés. Et finalement, tout ça, on le fait avec très peu de moyens. C'est une ville entièrement déminéralisée. Même les voies pompiers, elles sont sur herbe.
sur herbe renforcée quand même, mais sur herbe. Et finalement, on peut rafraîchir la ville et lutter contre les lots de chaleur juste parce qu'on n'a pas mis de minéral au sol. Donc peu de ressources, ça coûte moins cher. Évidemment, on s'est heurté aux freins des aménageurs qui ont dit « mais comment allons-nous gagner notre vie si on n'a pas beaucoup de dépenses dans les travaux ?» Donc voilà, il y a des freins aussi à l'innovation. Et voilà. Et on s'est dit que finalement, cette réflexion, on pourrait aussi l'adapter à la ville-centre. Parce qu'on se dit, la ville-centre, on n'arrive pas à l'imaginer autrement que telle qu'elle est, minérale, avec ses rues, son bitume, tout ça, ses commerces. Et en fait, quand on réfléchit au fonctionnement actuel de la ville et à son dysfonctionnement actuel, on s'aperçoit qu'il y a des rues qui sont mortes, des commerces qui ne marchent pas, qu'il vaudrait mieux que ça soit réduit à certaines parties, le commerce, et que d'autres parties soient consacrées à autre chose, que peut-être il faut faire le tri dans les usages de la ville et remettre en cause tout ce qu'il y a actuellement et se dire peut-être il y a des rues commerçantes avec de la circulation et puis peut-être d'autres qui servent à rien, qu'on pourrait déminéraliser totalement et en faire des rues plus domestiques et appropriées par les gens. Et ça, c'est même pas low-tech, c'est quelque chose de tout simple qu'on pourrait faire. Et ça peut être aussi de l'innovation et avec peu de moyens. Voilà. Très bien, merci. Oui, ce serait plutôt du no-tech, donc à la fin. On va passer la parole à Monsieur Handbali de Chromatics, qui participe depuis la Suisse. Vous entendez ? Oui, absolument. Alors, on a vu des solutions techniques de dépollution. Vous êtes sur un point quand même crucial de l'architecture de demain, c'est la production d'énergie. Donc, vous pouvez nous expliquer comment est né Chromatics et qu'est-ce qu'il essaye de développer depuis sa création ? Oui, alors rapidement. Donc, on s'est adressé à la construction parce qu'aujourd'hui, les immeubles, les maisons et tout ça représentent 40% de la consommation des énergies des humains. On pense toujours que c'est le transport, les avions, les voitures, et ce n'est pas vrai. Ça, c'est les derniers. Le premier consommateur d'énergie chez les humains, ce sont les habitations, les immeubles de bureaux, etc. Et ça représente 40% à peu près en moyenne dans le monde. C'est suivi par les industries, tout ce qui est fabrication, qui représente à peu près 35%, et le transport représente 25%. Maintenant, pour s'adresser, résoudre le problème comment aider les constructions à consommer localement quelque chose de propre du point de vue énergie, vous regardez où est-ce que vous pouvez mettre sur une construction des panneaux solaires. On sait que le solaire, c'est le plus propre, c'est le moins cher, c'est le plus facile à recycler, ça a une très longue durée de vie, donc 30 à 40 ans. Et sur les immeubles, vous avez 3 endroits. L'extérieur, par exemple les parkings, des couvertures de parking, des choses comme ça. Vous avez les toits et les façades. Bien sûr, le toit est idéal du point de vue emplacement, c'est directement exposé au soleil. Cependant, le toit a 2 très grands problèmes. Le premier, c'est que c'est petit. Le toit d'une maison d'un étage ou le toit d'un gratte-ciel de 100 étages, c'est à peu près la même taille. Dans l'un, il y a 5 personnes, dans l'autre, vous avez 20 000 personnes qui consomment. Le deuxième problème, ce sont les obstacles. Sur un toit, vous avez toujours cage d'ascenseur, réservoir, les tuyauteries, le chiller, le machin, beaucoup de choses. Donc, il y a très peu de place pour mettre des panneaux solaires. Donc, il fallait s'adresser aux façades. Comment mettre des panneaux solaires sur une façade et que les architectes les acceptent? On ne peut pas mettre des panneaux chinois noirs avec des bus bars, les strings et tout ça visible, les cellules visibles, tout visible. Ça n'est pas possible. On ne peut pas habiller la planète de noir. Donc, il fallait trouver de la couleur. Et il y a 2 façons pour avoir de la couleur. Soit la plus simple, qui est ce qu'on appelle digital printing, c'est-à-dire de la peinture, avec le problème de la perte d'efficacité et le problème de durabilité. Et vous avez ce que nous avons développé, c'est-à-dire ce qu'on appelle un coating. Ce sont des dépôts atomiques sur la face interne du verre qui, en fait, ce qui nous a donné l'idée, c'est un papillon, tout simplement. Le morpho, c'est pour ça que c'est notre logo, comme vous allez le voir. Et ses ailes bleues et tout ça, il n'a pas de pigment, il n'a rien. C'est comme le pan.
quand vous voyez les couleurs, il n'y a pas de pigments, il n'y a pas de couleurs. Ce sont ce qu'on appelle en physique, moi j'ai fait la physique nucléaire, et en physique, on appelle ça l'irradiance ou l'interférométrie. Et il y a une interférence entre les couches des cellules. Les cellules sont disposées en couches sur sa peau, et l'interférence entre les couches renvoie vers votre œil une seule longueur d'onde. Et donc, il y a très peu de perte de l'énergie qui arrive, que cette longueur d'onde qui est perdue pour donner la couleur. Donc, il n'y a pas vraiment de couleur, peinture ou teinture ou pigment ou quoi que ce soit. Ce sont que des couches atomiques. Et on a développé ça, donc ça a pris, on a commencé en 2009-2010. Et depuis 2015-2016, on est sur le marché. On a fait plusieurs douzaines de projets. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer quelques-uns. Et donc, la question, il y avait 3 questions vitales. La première, bon, est-ce que ça marche du point de vue industriel? Est-ce que c'est aussi beau qu'au laboratoire? Et est-ce à un coût raisonnable? Et est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça produit de l'énergie? Et donc, on a répondu à toutes ces questions. C'est quelque chose qui a la même durabilité que le verre, puisque ce sont des couches, il n'y a pas de fade out, hein. Il n'y a pas, ça ne peut pas pâlir, ça ne peut pas changer, ça fait partie du verre. L'efficacité est très haute, c'est presque celle d'un panneau normal, de haute efficacité. Et la question du coût, comme vous allez le voir, c'est très proche du coût d'une façade normale, tout simplement. Donc, quand on parle de façade, bien sûr, c'est soit de l'ACP, hein, de l'aluminium qui est le moins cher, soit vous avez de la pierre taillée qui est très chère. Mais si on compare à une façade de verre, parce que finalement, c'est une façade de verre, et c'est à peu près le même prix. Donc, pourquoi faire une façade passive quand on peut faire la même chose, en fait beaucoup plus beau, et qui produisent beaucoup, beaucoup d'énergie? Donc, je peux partager mon écran, je pense. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, ce que vous voyez là, c'est un hôtel à Amsterdam dont les 3 façades sont faites avec le Chromatics. Et le gris que vous voyez, ce gris, en fait, c'est le même gris, mais c'est un système de Kingspan qui s'appelle Redesign, que les architectes connaissent, et qui a des angles, la structure métallique a des angles et des orientations différentes, et ça vous donne donc des notions de gris qui sont différentes. Donc, bon, je vais passer rapidement sur ce qu'étaient avant les panneaux solaires. Et je vous montre ce petit tableau de la croissance de ce qu'on appelle BIPV, donc Building Integrated Photovoltaic, vers lequel tout le marché se dirige. C'est-à-dire comment habiller ces immeubles pour que l'énergie soit produite là où elle est consommée, qu'elle ne vienne plus d'ailleurs. Et la croissance est extrêmement rapide. Ça, c'est pour le coût, ce que vous voyez ici. Donc, on se situe pour le BIPV, pour ce que nous faisons, au milieu des coûts d'une façade. Très grosso modo, vous pouvez considérer entre 400 et 600 euros du mètre carré, clé en main, c'est-à-dire avec les câbles, les onduleurs, la main-d'œuvre, le système de rails, le système de fixation, considéré entre 400 et 600 euros. Ce qui, pour les prix à Paris, en fait, est plus bas. Donc, ceux qui le désirent, je peux leur envoyer après cette présentation avec les prix et comment procéder. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, nous avons 9 couleurs qui sont disponibles. On a fait une enquête un peu partout dans le monde avec les architectes. Quelles sont les couleurs qui sont préférées, qui sont désirées? Et là, c'est le gris qui est venu en premier. C'était une surprise un peu pour nous. Moi, je pensais que c'était à cause du béton, mais ce n'est pas le cas. C'est parce que le gris se marie avec n'importe quelle couleur, en fait. Donc, vous le verrez sur d'autres photos qui vont arriver, mais on ne voit absolument pas que ce sont des façades photovoltaïques, ce sont des façades qui sont très belles et pas du tout avec des câbles qu'on voit ou des cellules qu'on voit.
Donc là, vous avez une petite description, c'est-à-dire comment ça fonctionne, comment la lumière arrive sur cette façade, qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui est reflété et qu'est-ce qui produit de l'énergie. Comment on le fabrique, c'est-à-dire entre deux verres, bien sûr, on s'adapte, et ça c'est important, je pense, pour les architectes, on s'adapte à la législation locale, c'est-à-dire, en général, en façade, ce sont des panneaux verts qui sont taillés sur mesure, donc suivant, bien sûr, le design que l'architecte a fait, et on s'adapte à la législation, donc l'épaisseur suivant la hauteur, l'épaisseur des verres suivant la hauteur des immeubles, les normes anti-feu et tout ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que nous offrons au marché? Comment nous agissons sur le marché? Nous offrons trois possibilités. Soit nous offrons le verre, sans les cellules, sans rien, parce que le client a dit « Ah non, moi j'ai mon fabricant de panneaux, je veux que lui le fasse en France ou qu'il le fasse ailleurs ou ce qu'il veut. » Donc on lui donne seulement, c'est le cas par exemple à Zurich où on a pris un projet de 5000 m² de façade et où le client avait son fabricant de photovoltaïque. Donc on a fourni, nous, seulement les stock sheets, le verre de Chromatics, et eux ont fait là-dessus. La deuxième façon, et c'est la plus fréquente chez nous, on offre le panneau déjà fini. C'est-à-dire, il y a toutes les cellules photovoltaïques, il est prêt à être installé. La troisième façon, c'est une plateforme que nous avons qui s'appelle Envelon, c'est notre filiale qui est en Suisse et en Allemagne. Et là, on offre le kit entier, c'est-à-dire les panneaux, les câbles, les rails arrière, les fixames de fixation, c'est-à-dire l'architecte nous donne la façade nue et on fait le reste. Excusez-moi, merci M. Hanbel pour cette présentation. Il faut qu'on est sous une machine impitoyable qui va nous couper dans 7 minutes. Voilà, personne n'a demandé du blanc chez les architectes dans les panneaux de façade? Oui, bien sûr, il y a du blanc, mais il faut savoir que le blanc n'est pas une couleur, c'est un assemblage de couleurs, donc il va perdre beaucoup d'énergie. Donc, je ne sais pas si vous voyez les photos qui sont en train de défiler de différents projets partout dans le monde, avec les différents systèmes de fixation, ça c'est au Canada. Voilà. Donc, voilà un peu ma présentation. Comme je vous ai dit, on est à disposition de tous ceux qui veulent poser des questions. Ils nous envoient les plans et puis on leur dit ce qu'on en pense. D'accord. Merci. On va passer vite à la discussion. Donc, j'ai l'impression qu'il y a, on a découvert, hier on était le débat high-tech ou low-tech, là on a découvert le slow-tech, le home-tech, le do-tech. Je me demande s'il n'y a pas le bad-tech, hein, qui serait une forme de technologie incertaine qui correspondrait au monde du bâtiment. Plus sérieusement, j'ai une première question pour Alban Mallet. Vous ne mettez pas de ferraillage dans vos ouvrages Ça dépend des ouvrages. On a des ouvrages où, comme pour la maison Villia Print, on a un assemblage béton imprimé avec des ferraillages à l'intérieur qui viennent après être coulés dans les réservations. Et on travaille sur d'autres solutions où le ferraillage est intégré dans l'impression 3D. C'est-à-dire que le béton est résistant à la flexion en travaillant sur plus de ductilité dans le béton. Ça avance. Et on voit qu'on a plusieurs systèmes aussi innovants. Monsieur Ambali rappelait la façon dont une innovation doit s'imposer. Il ne faut pas seulement que ce soit une idée intéressante, il faut aussi qu'elle corresponde à un marché, qu'il y ait des gens pour la mettre en œuvre, des gens pour la réparer. On repense aux questions, la suspension hydraulique des CX, qui était, paraît-il, un meilleur système que la suspension normale et pneumatique, et qui n'a pas pris parce que il y avait peu de gens pour la relayer. Donc là, on a plusieurs innovations qu'invence de concert. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver des moyens pour vous rendre compatibles les uns avec les autres, ou est-ce que c'est des systèmes concurrents? Comment ils vont pouvoir coexister? Comment on imagine le développement de ces systèmes où chacun pose une question légitime, hein, la construction 3D plus rapide avec moins de nuisances, le verdissement, aussi la désartificialisation, la production d'énergie. Comment tous ces systèmes peuvent cohabiter? J'ai une réponse très rapide là-dessus, c'est qu'on a travaillé sur des murs végétales
dans lequel en fait on prévoit les réservations pour végétaliser en fait le mur. Et donc c'est intéressant, c'est une combinaison entre un apport de la technique, mais il ne faut pas se le faire complètement au détriment. Je pense que la présentation a été très bien justement d'expliquer. Il n'y a pas tout le temps besoin de technique, mais il y en a besoin parfois. Et donc c'est là où il faut trouver le bon fonctionnement. Et je pense que pour nous, l'impression 3D, c'est ça, c'est de se mettre au service d'un besoin, mais ne pas le mettre s'il n'y en a pas besoin par contre. C'est une des choses. Et je pense que ça permet, le fait que ce soit de la 3D, du dessin sur mesure, permet justement de changer un peu les habitudes et de changer comment on faisait avant, en s'adaptant à un nouveau besoin qui peut être le low-tech, qui peut être le slow-tech, qui peut être des murs de façade avec des panneaux de façade plus intelligents. Et nous, on vient se greffer autour de ça et essayer de s'adapter aux besoins. Oui, alors chez XTU, on a fait plusieurs expériences de travail en commun avec Xtree, et notamment récemment sur un Réinventer Paris 2 sur Bagnolet. On avait imaginé un bâtiment dont les façades étaient entièrement imprimées en 3D et qui étaient des façades végétales filtrantes. Et donc on avait des sortes de paniers tressés en béton 3D avec à l'intérieur un géotextile qui portait les jardinières. Donc c'était autoportant. Et c'était un exemple d'usage et de mariage des deux. Et certainement, on pourra aller plus loin, même dans le futur. Et puisqu'on se dit, le Graal chez les architectes, c'est peut-être le matériau du futur, biosourcé ou même encore vivant, en fait. Et donc, le futur de ça, marié avec ce que fait Xtree, c'est le bio-imprimé. C'est-à-dire utiliser leur machine avec un matériau vivant qui va s'auto-réparer. Peut-être, je sais pas, des champignons qui vont durcir ou des bactéries qui vont devenir une sorte de calcaire ou quelque chose comme ça. Et actuellement, on travaille là-dessus, déjà sur ce matériau. Après, il faut voir si on peut faire des choses avec vous. Mais j'ai vu des choses très intéressantes à la Bartlett il n'y a pas très longtemps, où des étudiants travaillaient sur de la bio-impression, c'est-à-dire appliquer finalement au bâtiment de façon expérimentale des techniques qui sont utilisées aujourd'hui dans la médecine pour fabriquer des organes, par exemple, en bio-impression. Il faudrait un virus aussi qui puisse devenir des panneaux photovoltaïques ou des choses comme ça. Un moyen de transformer les virus en production d'énergie, plutôt qu'on en perde. Oui, on voit que sous vos procédés, en fait, on a un peu le sentiment qu'on va vers des formes beaucoup plus organiques et que vous avez des cavités qui sont très importantes. Je ne sais pas si c'est une nécessité formelle de votre système ou si c'est un choix personnel. Est-ce que, monsieur Handbali, votre système aussi pourrait s'adapter à des formes moins planes et peut-être avoir des panneaux en relief, suivre des formes un peu en 3D, comme on dit aujourd'hui? Absolument. Bien sûr, le coût ne serait pas le même. Ce qu'on regarde tout de suite, c'est d'abord l'efficacité et ensuite le coût. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une perte, qu'est-ce qui est mieux? Et on donne le choix à notre client, à l'architecte, au propriétaire, en leur disant, voilà, on pourrait faire telle et telle chose. Je vois par exemple avec madame ici, pour le 3D, c'est plutôt complémentaire hein. Avec ce que fait madame, les murs végétaux, c'est vraiment très joli. Et ça n'est pas antinomique pour la partie, par exemple, qui n'est pas ensoleillée. Rappelez-vous qu'un immeuble a une certaine orientation, il a 4 façades. Alors là où nous mettons ce qu'on appelle le chromatique passif, c'est-à-dire par exemple une façade qui est tout le temps à l'ombre ou qui est très peu ensoleillée, on met du chromatique mais qui n'a pas de cellules. Mais dans ce cas, on pourrait par exemple rendre cette partie de l'immeuble avec des murs végétaux, comme madame fait. Mais au bout du compte, vous savez, à la fin, le contracteur, hein, celui qui a le projet, va ajouter tout ça, prendre les choix, voir quel est son coût, quelle est l'utilité, et puis décider. Oui. Très bien, on va devoir rendre l'antenne. Bon, j'avais une question de la salle qui était quelle est votre vision du mieux vivre ensemble? Donc c'est une question assez vaste, je ne pense pas qu'on ait le temps d'y répondre, mais peut-être vous pourrez nous répondre par écrit. Voilà. Bon, je vous donne rendez-vous pour la prochaine table ronde et merci de nous avoir suivis et à tout de suite.